Merci de nous retrouver sur l'express.me. Jean-Claude Delestrac, vous nous recevez aujourd'hui chez vous pour parler justement de ce qui s'y passe, pour témoigner de la progression de la maladie d'Alzheimer chez Solange, votre épouse, celle avec qui vous formez désormais un vieux faux couple. L'expression est de vous. Pourquoi faux? Parce que Solange ne vous reconnaît plus, parce qu'elle ne reconnaît plus ses enfants, elle ne se reconnaît plus elle-même sur les photos. Jean-Claude Delestrac, vous qui avez raconté l'histoire de Maurice, cette fois c'est une histoire extrêmement intime que vous racontez dans la chanson Inachevée. Ce récit poignant, qui paraît chez Pamplemousse Éditions, sera lancé le jeudi 10 octobre. Au fil de la chanson, l'histoire s'assombrit, parce qu'hélas, pour la patiente, il n'y a pas que l'Alzheimer et ses ravages, il y a aussi eu d'autres interventions chirurgicales. Est-ce que vous avez l'impression que le sort s'acharne sur Solange? D'une certaine manière, oui. Et de manière totalement inattendue. Parce qu'elle a connu une longue vie pratiquement sans maladie. Qu'est-ce que c'est qu'un mal de tête? Elle ne savait pas. Une grippe non plus. Elle a été en excellente santé. Et paradoxalement, aujourd'hui encore, à l'exception de son problème fondamental, elle est plutôt en bonne santé. Elle continue à bien manger. Elle a peut-être meilleur appétit que moi. Dans les assiettes rouges, Dans les assiettes rouges, parce que oui, la couleur, à quel point c'est important. Oui. Bon, là, on entre tout de suite dans l'aspect, disons, un peu guide de cet ouvrage. C'est à partir de cette expérience intime, personnelle, familiale, comme vous dites, j'ai cherché aussi, dans ce livre, à rendre service. Parce que, en me documentant, en cherchant des informations, ici, à Maurice et ailleurs, je découvre qu'il y a peu d'informations qui circulent à Maurice. J'ai rencontré plein de familles désemparées, qui ne savent pas comment traiter leurs patients, qui ont de grandes difficultés parce que d'une part, ils ne savent pas de quoi il s'agit vraiment. Ce que nous avons ici, ce sont plutôt des gardes malades et pas des aides-soignantes. Vous rendez hommage aux aides-soignantes que vous appelez des auxiliaires de vie. Ça fait une grosse différence. C'est ce que j'ai appris aussi, que pour ces malades-là, l'accompagnement est fondamental. On peut leur donner, autant que faire se peut, une vie plus ou moins normale. Bon, cela dit, ils se sont retirés dans leur propre vie, dans leur propre univers. Mais si les patients sont bien accompagnés, et c'est absolument fondamental, ils peuvent retrouver une vie. Il y a même un psychologue qui a écrit un livre, Contented Dementia, d'Oliver. Quelque part, c'est vrai. Donc, Solange regarde les dessins animés le matin. Cocomelon. Oui, vous citez Cocomelon dans les livres. Parfaitement. Elle passe sa matinée avec les personnages de Cocomelon. Elle rigole parfois. Elle leur parle. Elle leur parle. Oui. Elle pose des questions aux personnages, comme un enfant. Dans l'autre partie de la journée, elle écoute des chansons. Elle chante encore, elle se rappelle des paroles. D'où le titre. D'où le titre, parce que bon, il faut arriver à la fin du livre pour comprendre pourquoi inachevé. Mais bon, cela dit, tout ça, ça change. Hein, il y a des moments avec, il y a des moments sans. Donc, en ce moment, elle parle un peu moins. Je la sens qui se retient dans de plus en plus de silence. C'est une étape de la maladie. Alors, au départ, ce projet d'écriture, il devait être, j'hésite à utiliser le mot romancé, mais il n'y allait pas y avoir les noms.
Et puis, à un moment donné, vous avez pris la décision de vous dire non, je vais raconter les faits. Donc, qu'est-ce qui fait ce déclic de nous ouvrir Bon. la porte? D'abord, ce livre n'était pas programmé, hein, donc je l'avais pas. Après votre premier roman, il arrive après votre premier roman. Oui, j'avais pas du tout programmé ça. Mais quand je me suis mis à écrire, effectivement, pour sauvegarder l'intimité, je m'étais dit bon, je vais écrire une fiction, mais en basant sur une histoire réelle. Mais à la fin, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit mais l'histoire réelle est comme une fiction. On peut croire que c'est une fiction, sauf qu'elle est réelle et douloureuse. Mais ça peut se lire aussi comme une fiction si on connaît pas les personnages. Imaginons un lecteur ailleurs qui ne connaît ni Solange, ni Jean-Claude, ni Maurice peut lire ça comme une fiction effectivement. Et j'ai lu beaucoup de livres de fiction sur la question, notamment d'un auteur japonais d'origine japonaise, mais installé au Québec, écrit en français, fabuleux. Mais j'ai écrit aussi beaucoup de livres sur la question, écrits par des personnes qui étaient malades, parce qu'il y a certains qui arrivent à écrire. Comme l'infirmière britannique. Comme l'infirmière britannique Wendy Mitchell, fabuleux, qui a écrit plusieurs livres et qui a raconté l'évolution de sa maladie et qui était jusqu'au dernier moment extrêmement lucide. Qui a fait un choix terrible. J'ai lu un autre cas, elle était une psychiatre, Béas. Elle a fait quelque chose, par la suite je me suis dit, j'aurais dû y penser. Elle est une psychiatre, sa mère est malade, et elle prend la décision de faire un journal. Et elle note au jour le jour. C'est pas ce que j'ai fait, moi. Heureusement, bon, plus j'écris, plus la mémoire du passé est revenue. J'ai pu assez largement restituer ce passé. C'était extrêmement utile pour moi-même. Pour vous-même, ça a été une thérapie, si on peut utiliser ce mot-là? Oui, c'est un exutoire, une thérapie, quelque chose comme une espèce de catharsisme. Oui, c'est pourquoi j'ai pas envie tout de suite de recommencer à écrire. J'ai besoin maintenant d'attendre, de me poser. Parce que vous ne racontez pas seulement Solange, vous vous racontez vous-même et vous racontez par exemple ce que vous appelez vos jours de transparence. Oui. Donc, quand vous dévoilez autant une intimité, est-ce qu'il y a eu aussi des réticences autour de vous, de ceux qui sont concernés par cette histoire? Pas fortement. On s'est posé, moi-même, je me suis posé la question de savoir jusqu'où je peux permettre aux uns aux autres d'entrer de rentrer dans la maison, dans la chambre de Solange, oui, dans sa vie. Bon. Mais finalement, bon, je pense avoir réussi à écrire un livre qui est un récit de vie, qui raconte une maladie cruelle, qui est cruelle à la fois pour le patient, mais peut-être encore plus cruelle pour l'entourage. Pour ceux qui l'accompagnent, et qui est encore stigmatisé. C'est aussi en ça que votre choix de raconter avec des détails n'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Et j'espère. Alors, ça revient à votre première question. Pourquoi c'est pour rendre service. Hein. Je pense que ce sera un livre utile pour les aides-soignants. D'ailleurs, j'étais encouragé par ma préfacière, la doctoresse, la neurologue, que je connaissais pas, à qui j'ai envoyé l'ouvrage, parce que bon, je parle beaucoup de médecine dans le livre sans être médecin. Presque, parce que vous allez chercher à quelle phase. Oui, j'ai cherché, je me suis beaucoup documenté. Beaucoup. Ces livres-là ne sont pas disponibles malheureusement ici. Vous les avez fait venir. J'ai fait venir.
J'ai découvert tout à l'heure, vous faisiez référence à la couleur rouge. Oui. Ok. Alors c'est fondamental parce que dans mes recherches je découvre, encore que les neurologues ne sont pas tous d'accord sur la question, que par exemple les malades mangent mieux, boivent mieux s'ils sont servis dans des assiettes ou des gobelets rouges vifs. Ok. Donc depuis, c'est ce que je fais. Et c'est pas une information qui est disponible partout. Hein. Et d'ailleurs, certains de neurologues ne partagent pas tout à fait. Mais il y a des recherches qui ont été menées et qui ont établi qu'effectivement, les malades se portent mieux, s'alimentent mieux dans des récipients de couleur rouge. Vous allez voir aussi autour de moi, du coup, j'ai fait planter, je pas tout, à chaque fois que je peux mettre du rouge dans la maison, je le fais. De la même manière, ça a été une grande une découverte dans un sens, même si on savait que la musique apaise, mais pour les patients, pour les malades d'Alzheimer, c'est absolument crucial. Parce qu'on a établi que quand on a perdu la mémoire de tout, il reste la mémoire de la musique. Même si, par exemple, dans le cas de Solange, elle était fan de Cliff Richard, elle écoute encore aujourd'hui Cliff Richard et les Shadows, mais elle n'a plus eu le souvenir du moment où elle a découvert ces chansons. C'est ce qu'un neurologue appelle des souvenirs sans mémoire. Au fait, ce qui reste, c'est l'émotion. L'album a disparu, les dates ont disparu, mais l'émotion perdure. Hein. Et notamment les émotions nées de la musique. C'est pourquoi il est totalement recommandé, et c'est ce que je fais ici, on vit en musique. Il y a un neurologue qui a dit, la musique c'est la bande sonore de notre vie. Et je trouve cette expression extrêmement jolie. Pour vous qui aimez My Way. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Ouais. Pour revenir à cette documentation, quand j'ai lu la chanson Inachevée, je me suis dit que vous avez abordé la maladie justement comme un journaliste. Pour que la première étape, c'est d'aller chercher sa documentation. Et aujourd'hui, toute cette documentation, ça vous a aidé à prendre la mesure de ce que finalement la science n'arrive pas encore à résoudre. Ah ben oui. Parce que vous dites que il y a des traitements auxquels Solange n'aura pas accès parce que ça ne sera pas encore prêt. Il y a évidemment depuis quelques années pas mal de recherches, mais bon, je pense que les grands laboratoires et peut-être les grandes sociétés pharmaceutiques ne sont pas forcément pressés de trouver un remède pour les malades. Parce que les malades, en principe, ont une durée de vie relativement limitée. Toutes les recherches, pratiquement toutes les recherches, et il y en a, qui sont conduites en Europe, aux États-Unis, en Asie, à Singapour, par exemple, portent sur la recherche d'un médicament à condition de détecter de manière précoce la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir vendre des médicaments pendant longtemps. Je pense qu'il y a cette considération. Et qu'on n'est pas en train de faire des recherches pour soigner ceux qui sont déjà malades, âgés ou même très âgés, ce qui fait qu'ils vont prendre ces médicaments pour relativement peu de temps. Je crois que les recherches s'orientent vers des médicaments qu'il faudra prendre longtemps. Parce que, par ailleurs, c'est une autre caractéristique de cette maladie, on peut vivre longtemps. Et là aussi, les recherches sont contradictoires. Il y a un protocole qui est établi par un médecin britannique, mais qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui fait peur parce que il parle de différentes étapes de la maladie avec des limitations dans la durée. Il parle de quand on arrive vers la fin, 10e année, même parfois un peu plus tôt, on est dans la 6e ou la 7e étape.
Mais chaque cas est unique. Par exemple, si je me fie à son protocole, Solange devrait se trouver dans la 7e étape et elle n'a pas du tout les symptômes qui sont annoncés à cette étape-là. Et bon, là-dessus, les neurologues sont d'accord, chaque cas est unique. Il n'y a pas deux cas similaires parce que la partie du cerveau qui est endommagée diffère d'une personne à l'autre et le comportement change parce que le mode de vie n'est jamais le même. Et donc, et puis le cerveau continue à conserver plein de ses mystères. On ne sait pas encore suffisamment sur son fonctionnement. Donc on tâtonne, même si on a trouvé quelques médicaments. Il n'y a pas de médicament qui guérit. Ça n'existe pas encore. Et personne ne parle encore de médicaments qui guérit, mais il y a quelques médicaments qui ralentissent la dégénérescence. Ok. Et je suis obligé de penser que ça marche, hein, parce que dans le cas de Solange, le diagnostic a été fait depuis plusieurs années et on lui a prescrit ce fameux médicament qui ralentit la dégénérescence. Alors, il est très difficile de vérifier de quelle manière ou quelle est l'ampleur de ce ralentissement quand ralentissement il y a, mais je suis obligé de me dire que oui, il y a forcément un ralentissement parce qu'après toutes ces années, elle est encore là, elle continue à avoir une vie et elle n'a pas encore, touche du bois, les symptômes annoncés associés à cette étape. Annoncés que pour les malades qui sont à cette étape. Sur un plan peut-être plus philosophique, est-ce que cette somme de documentation que d'ailleurs vous partagez à la fin du livre, que vous mettez donc à la disposition des lecteurs, est-ce que c'est aussi pour come to terms, se mettre en ligne avec sa propre mortalité et celle de Solange? C'est très philosophique, en effet. J'en sais rien. Ce livre ne parle pas de moi. Un peu beaucoup quand même. Je suis présent. Je suis présent. Omniprésent. Oui, mais je suis l'accompagnateur. Oui. Et même je suis un présent souvent absent. Elle dit que vous êtes le bon ami. Oui, je suis son bon ami. En vous tapotant les joues. Parce que je suis un bon ami. C'est ce qui m'a fait dire, peut-être qu'un jour je vais demander. La demander en mariage. Ouais. Oui. Oui. Je raconte son histoire. Mais nous avons une histoire commune. Même si elle ne le sait plus. Ok? Je suis comme un veuf, mais qui a encore sa compagne. C'est ça, vous parlez d'une vie de couple sans couple. Exactement, on n'est plus un couple. Parce qu'elle ne reconnaît pas son mari, parce qu'elle ne reconnaît pas ses enfants, parce qu'elle n'a aucun souvenir de sa vie, et ça aussi, c'est pas courant. Beaucoup de malades d'Alzheimer perdent la mémoire immédiate, mais conservent pendant encore longtemps la mémoire ancienne. Oui. Okay. C'est ce qui a permis à certains d'écrire des livres comme Wendy Mitchell, par exemple. Mais dans le cas de Solange, elle a perdu et la mémoire ancienne et la mémoire immédiate. Et justement, vous racontez cet épisode poignant où vous vous rendez compte pour la première fois qu'elle a perdu cette mémoire immédiate. Et ça remonte quand même à 2011. Vous êtes à Sydney pour des retrouvailles familiales. Mais le diagnostic lui-même d'Alzheimer pour Solange n'est posé qu'en 2018. Et pourtant, c'est cette année qui sépare cette première fois du diagnostic. Vous êtes là attentif à tous les signes. Donc, oui. Alors, cette année-là. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de cette maladie. On la découvre généralement tard et trop tard. Et c'est une période que les neurologues appellent la période pré-démence. Mais elle se manifeste par des oublis. Mais quand on est âgé, on met ses oublis, on perd ses clés, on ne sait plus, on retrouve pas ses lunettes, etc. Oui, ça devient des blagues.
et on ne fait pas le lien avec cette maladie. Les ustensiles de cuisine dans la salle de bain, oui, par oui, exemple. oui, mais ça, de temps en temps, on se dit, non, il faut arrêter de faire ça, et quoi. Bon, on ne se rend pas compte que c'est les premiers signes de la maladie. Et donc moi j'ai bien vu ça, j'ai bien vécu avec ça. Et plusieurs signes qui auraient dû nous alerter. Mais à l'époque, je connais pas suffisamment la réalité de cette maladie. Je vais découvrir en me documentant par la suite, quand j'aurai la certitude que c'est de cela qu'il s'agit. Même un premier neurologue que je consulte Vous dites fait tout le va mauvais, bien, Madame la Marquise. oui, fait très un diagnostic. Je sais que le diagnostic est mauvais parce que moi je suis en train de vivre la réalité avec le malade. Mais bon, mais j'ai compris par la suite aussi. Il a des circonstances atténuantes, ce neurologue-là, parce que j'ai compris par la suite pourquoi ça arrive. Parce qu'en l'occurrence, bon, c'est un questionnaire. Tous les neurologues utilisent plus ou moins le même questionnaire pour dans un premier temps. Et là, il a utilisé un questionnaire. Et par un concours de circonstances, il a posé quelques questions liées à des chiffres. Et Solange s'est toujours intéressée aux chiffres. Elle pouvait se rappeler des numéros de téléphone de tout l'annuaire. Vous dites aussi qu'elle était votre comptable. Oui, elle s'occupait de tout. Elle s'occupait de tout. Elle était mon comptable, elle était ma secrétaire. Et là, en lui posant des questions sur les chiffres, c'est revenu un peu plus facilement. Mais le même questionnaire posé dans un ordre inverse, à la Réunion démontre avec certitude l'intensité de la maladie. Hein. Donc, ce n'est pas facile non plus. Le diagnostic n'est pas facile non plus. D'autant plus qu'il y a plusieurs types d'Alzheimer. Voilà. Hein, okay. On met sous le nom Alzheimer plein de pathologies qui ne sont pas forcément stricto sensu de l'Alzheimer. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, quand on découvre la maladie, il est déjà tard. Alors que la détection précoce peut soulager les malades. Mais c'est rare qu'on détecte de manière précoce. C'est en cela aussi que le livre veut se rendre utile. C'est ça. C'est de dire, quand vous voyez les signes, ne riez pas. Oui, c'est ça. Ou aller chercher de l'aide. Malheureusement, il y a pas beaucoup de facilité ici. Qu'est-ce qui manque le plus? La formation des aides-soignantes? Plein de choses. D'abord, la formation des aides-soignantes. Nous avons très peu d'aides-soignantes formées pour l'accompagnement de cette maladie. Ce que nous avons, heureusement aussi, parce que bon, nous vivons dans un pays où on peut quand même trouver des gens qui aident. Hein. En Europe, on les envoie tout de suite dans des maisons pour vieux, dans les EHPAD, etc. Beaucoup de livres que j'ai lus parlent de tous ceux qui ont été envoyés dans des maisons de vieux, parce que on ne trouve pas ce soutien-là, et si on trouve ça coûte les yeux de la tête. Et ici, on trouve des gars malades, mais ça ne suffit pas. Par exemple, là, moi, j'ai trouvé une malgache parmi les aides-soignantes, qui est très bien, parce qu'à Madagascar, il y a une école d'aides-soignantes, et pas une, plusieurs. J'ai été à Madagascar. Vous avez été visiter cette école? Non, j'ai pas été visiter les écoles, mais j'ai fait des interviews. Il y a des agences qui recrutent donc pour toutes sortes de métiers. Hein. D'accord. Donc, je veux savoir que moi, je cherchais une aide-soignante formée. Ils ont fait une présélection pour moi. Je me suis rendu à Madagascar. J'ai été faire des interviews et j'ai recruté finalement une qui est vraiment très bien, très bonne. Elle réussit à faire Solange ce qu'un gars malade ne peut pas faire. Par exemple, Solange ne sortait plus de sa chambre pour aller dans le jardin. Lequel jardin, c'est elle qui a créé ce jardin-là. Mais aujourd'hui, elle n'allait plus. Mais l'aide-soignante de Madagascar réussit à la faire sortir 2 fois par jour pour aller se promener dans le jardin.
parce qu'en plus elle a eu des problèmes Au genou. de genoux, donc il faut absolument qu'elle marche un peu. Là, l'aide-soignante réussit à faire ça. Mais le garde malade ne sait pas lui parler, ne sait pas comment établir une communication avec quelqu'un qui est malade comme ça. Tout le problème est là. Comment communiquer avec elle? C'est extrêmement difficile, c'est limité, bien entendu, Oui. mais on peut lui faire un certain nombre de choses si on a la manière, si on sait. Et ça, c'est des gens formés qui sont capables de faire ça. Nos gardes malades ici qui découvrent cette maladie ont du mal à obtenir le moindre petit résultat, mais tout compte. Parce que le point essentiel, c'est d'essayer de le faire vivre au mieux que possible l'instant présent. Contented. Ils sont contented dans l'instant présent. Même si, ça peut varier 10 fois dans la journée. Hein. Il y a un moment où ça va, il y a un moment où ça va pas du tout. Il y a des jours où ça va plutôt. Il y a des jours où, il y a un mur, il y a rien ne passe, rien ne passe. Moi, j'arrive, je pars, je suis transparent. Vous venez de citer un mot qui, encore une fois, ici à Maurice, ne passe pas souvent, EHPAD, résidence, home, comme on dit. Pour vous, dans le livre, vous dites qu'il n'est pas question. Non, et c'est une décision irrévocable. Tant que je pourrai, tant que je serai là, tant que ce sera possible, je vais pas. Parce que, autant les homes peuvent aider des parents qui ne peuvent pas faire autrement, mais je vais faire un home. Je vais éviter de ça parce que on a beau dire, c'est des espèces de mouroirs. Jean-Claude Delestrac, merci de nous avoir reçus chez vous pour partager le cheminement de Solange et de vous-même avec la maladie d'Alzheimer. C'est ce dont parle votre prochain livre, La chanson inachevée, qui sera lancé le jeudi 10 octobre. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre sur l'express.mu.